Une maison de maître en Alsace. Son maître, un illuminé, un possédé, habité de visions extravagantes, mégalo. Il arbore des tenues raffinées et mène grand train alors qu'il est toujours au bord de la faillite. Le nom de ce dandy est Ettore Bugatti. Ettore Bugatti, chef d'une famille qui, malgré les coups du sort, un suicide et des dettes écrasantes, a voué son existence à deux cultes, la beauté et la vitesse. Bugatti n'est ni allemande, ni française, ni italienne. C'est une voiture alsacienne avant tout. L'Alsace est au centre de l'Europe. Et Bugatti a toujours su allier le savoir-vivre et le charme à la française, la grandezza, le grande des casinos à l'italienne et le savoir-faire artisanal allemand. C'était déjà le cas avant la guerre. Une voiture italo-germano-française donc. Et quelle voiture! Qui était donc le passionné qui l'a conçue? Italien de naissance, Ettore Bugatti le restera presque toute sa vie, avant d'être naturalisé français peu de temps avant sa mort en 1947. Il voit le jour en 1881 à Milan, au sein d'une famille d'artistes réputés. Son grand-père peint et conçoit du mobilier. Comme son père Carlo Bugatti, avec sa barbe blonde et ses yeux bleus perçants, le jeune Carlo est une figure de la bohème milanaise. Un poseur, qui cache une souffrance physique derrière un écran de fumée excentrique. Perpétuellement tourmenté par des maux d'estomac, il ne supporte pas la moindre pression sur son ventre. Il se fabrique une sorte de salopette qu'il associe à une redingote, un authentique dandy, qui transmettra son amour des beaux habits à ses deux fils. Chez les Bugatti, on se souciait très peu des règles et des conventions sociales. Et ce choix de vie tout à fait assumé exposait d'ailleurs la famille au ragot de la société milanaise. On racontait à l'envi que la famille vivait sa vie comme un roman, un doux euphémisme pour décrire le quotidien chimérique des Bugatti. En tout cas, Carlo a toujours tenu à ouvrir ses enfants à l'inspiration artistique, à faciliter et stimuler l'expression de leur talent dans ce domaine. Ettore l'aîné est un bricoleur. Sans formation, guidé par ses seules envies, il se lance dans la construction automobile. Il acquiert les connaissances mathématiques nécessaires en autodidacte. Ses dons de dessinateur font le reste. Dans la truculente famille des pionniers de l'automobile, Ettore Bugatti est probablement le plus excentrique. Son jeune frère, Rembrandt, est le mal-aimé de la famille Bugatti. Il en souffrira toute sa vie. Sa mère, Teresa, est traumatisée par un accouchement compliqué par la taille disproportionnée du crâne du bébé. Elle ne s'en remettra jamais tout à fait. Voici la seule photographie connue de Teresa. Elle n'hésite pas à jouer de sa santé fragile vis-à-vis de son fils. Le petit Rembrandt est un garçon sensible. Son rapport à l'autre et surtout aux femmes sera perturbé à jamais. Il deviendra artiste, et même une star parmi les artistes de son temps, mais restera toujours une personnalité à part. En 2014, la Alte National Gallery de Berlin a organisé la première rétrospective d'envergure des sculptures de Rembrandt Bugatti. Philippe Demant en était le commissaire. J'avais déjà croisé le nom de Rembrandt Bugatti, particulièrement dans les catalogues de vente, puisque ses œuvres apparaissent régulièrement dans les grandes ventes aux enchères à Londres, Paris ou New York. Mais ma première vraie rencontre avec l'une de ses œuvres a eu lieu à la Grande Foire des Antiquaires de Maastricht. Il s'agissait du babouin sacré à Madrias, qui se trouve être l'une de ses sculptures les plus célèbres, ce que j'ignorais alors. Je me souviens avoir été partagé entre fascination et incompréhension, parce que je n'arrivais pas à classifier l'œuvre. 19e siècle, 20e siècle, art déco ou art assyrien, on ne savait pas ce que c'était. Sauf que c'était incroyablement puissant et beau. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à Rembrandt Bugatti.
C'est un sculpteur tout à fait exceptionnel. Pour le situer dans l'histoire de l'art, je dirais qu'il s'inscrit dans la lignée du naturalisme de la sculpture italienne du XIXe siècle. C'est une pratique plastique fortement imprégnée d'immédiateté, qui accorde une grande place à l'esquisse et au lien direct entre le regard et le geste. Rembrandt-Bugatti possède le don de saisir en quelques secondes les émotions d'un animal. Indifférent aux scènes de combat, son pacifisme fait de lui un sculpteur à contre-courant au tournant du siècle. Carlo Bugatti a permis à son fils Rembrandt de grandir dans un environnement artistique et créatif. Musique, littérature, art appliqué, design. Chez les Bugatti, l'art sous toutes ses formes occupait une place prépondérante. Ils étaient proches de tous les artistes importants du Milan fin de siècle. Le célèbre peintre Giovanni Segantini était l'oncle de Rembrandt. Il baignait dans cet univers et Carlo a toujours encouragé ses enfants à développer une démarche artistique et une pensée libre. Cette prétention artistique, on la retrouve chez Ettore Bugatti. Nous savons qu'il considérait aussi ses automobiles comme des œuvres d'art. Cela le poussait jusqu'à ignorer certaines innovations techniques parce qu'il ne les trouvait pas esthétiquement convaincantes. Et c'est au fond la principale raison qu'on invoque pour expliquer l'engouement planétaire pour ces automobiles. Elles sont moins considérées comme des voitures de collection que comme des œuvres d'art, des sculptures sur roue. Il y a du vrai dans cela. C'est à Molsheim, en Alsace, que ces sculptures voient le jour. Ettore y reçoit des invités prestigieux qui accourent du monde entier pour acquérir l'une de ses précieuses créations. Je suis assis dans une Bugatti Type 35, le modèle le plus connu de la marque, et probablement aussi la voiture la plus célèbre d'avant-guerre. Aucune autre voiture n'a gagné autant de courses qu'elle. Ettore Bugatti apprend les rudiments du métier à Milan, chez Prinetti et Stucchi, un constructeur de bicyclettes et de tricycles. Il y conçoit sa première automobile à 4 roues. Son travail est remarqué par un industriel alsacien qui débauche le jeune Italien. En 1902, Ettore se présente chez le baron Eugène de Dietrich, à Niederbronn, accompagné de son père Carlo qui signe le contrat d'embauche pour son fils encore mineur. Mais Ettore ne restera pas longtemps en Alsace. En 1907, il est débauché par l'entreprise Deutz, établie près de Cologne en Allemagne. Depuis la fin du XIXe siècle, la Deutz AG est leader européen sur le marché des moteurs à explosion. On y développe des moteurs célèbres et emploie des ingénieurs illustres tels que Nikolaus Otto, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, Rudolf Diesel et désormais Ettore Bugatti. C'est Nikolaus Otto, cofondateur de la Deutz, qui développe un moteur atmosphérique à gaz qui servira de prototype au moteur à 4 temps. Et c'est le même ingénieur qui construit ensuite le premier moteur à 4 temps. C'est le principe de ce moteur qui équipe encore aujourd'hui toutes les voitures du monde, sauf les électriques. La marche de l'histoire allait vers toujours plus de mobilité, et Deutz a suivi le mouvement au début du siècle en se lançant dans la construction automobile. On a créé une branche distincte et trouvé un spécialiste reconnu pour la diriger, Ettore Bugatti. Son contrat est d'ailleurs assez intéressant à étudier, parce qu'on y trouve des similitudes avec le monde actuel du foot, où s'échangent des sommes incroyables pour transférer une star. À l'époque aussi, Ettore Bugatti a touché une prime de 100 000 marks. Ettore Bugatti était déjà un ingénieur réputé quand il est passé chez Deutz. Chez De Dietrich, il s'était fait connaître pour ses voitures de course audacieuses et largement en avance sur leur temps. C'est là qu'on voit qu'il venait d'une famille d'artistes et qu'il ne concevait pas la construction automobile sans la dimension esthétique.
Il ne s'intéressait pas à des questions comme la fabrication en série ou l'ergonomie quotidienne de ses véhicules. Son objectif, c'était de trouver des solutions uniques, complexes mais élégantes et surtout rapides. Et où apprécie-t-on tout particulièrement les créations complexes, élégantes et rapides? En Grande-Bretagne, nation excentrique et mordue de voitures. Le pays détient le record absolu de passionnés de Bugatti. Dans les Cotswolds et leurs paysages pittoresques, l'esprit d'Ettore Bugatti est encore bien vivant. C'est votre deuxième véhicule? Oui, à l'arrière de mon Audi, j'ai un sticker avec écrit dessus « Mon autre voiture est une Bugatti ». Je la conduis plus souvent que Derek. Nous avons déjà sillonné toute l'Europe avec. Nous allons par exemple régulièrement en France, où nous avons plusieurs amis passionnés de Bugatti comme nous. Et vous savez certainement qu'il existe des rallyes un peu partout en Europe et ailleurs. Le problème, c'est que ces événements attirent désormais des centaines de véhicules. C'est souvent très chaotique. J'ai donc décidé l'année dernière d'organiser notre propre petit rallye avec un seul autre concurrent. On est allé jusqu'à Portsmouth, on a embarqué sur un ferry pour le nord de l'Espagne et de là, on est remonté jusqu'à Angoulême pour la course. On a passé un excellent moment. Et puis on est rentré par la France. Comment vous faites avec les bagages? On avait un immense sac à dos attaché ici devant. En fait, il faut se débarrasser du superflu. Le sac était à peine plus grand que celui-là derrière. On n'est pas équipé pour les endroits chics. Mais ce n'est pas le but. Non, on s'en sort très bien avec un bermuda et un t-shirt. C'était super. Et de toute façon, quand vous roulez dans une Bugatti Grand Prix, la tenue n'a pas grande importance. Dans n'importe quel hôtel de France, on vous accueille à bras ouverts. Vous et la voiture. Bien évidemment. Revenons au début d'Ettore Bugatti chez Deutz, avant qu'ils ne construisent des voitures de course pour dames dynamiques. Bugatti était un innovateur qui ne pensait pas en termes de production de masse. C'est certainement pour cette raison que l'association avec Deutz n'a pas fonctionné. Deutz était l'un des plus gros acteurs sur le marché des moteurs à explosion, alors qu'Ettore concevait des produits de niche, des voitures de course et de luxe. Chaque modèle était comme un cheval de course, auquel son propriétaire devait consacrer beaucoup de temps et d'argent. Ça ne pouvait pas marcher entre eux. Voici une Type 8, reconnaissable à son entraînement par chaîne à l'arrière. Il s'agit du premier modèle développé par Ettore Bugatti pour Deutz, et c'est l'exemple même de la voiture de grand tourisme. Les valises sont fixées sur le toit au-dessus du chauffeur. Le conducteur est assis à l'extérieur et ces messieurs-dames à l'arrière. Les sièges avant étaient toujours en cuir puisqu'ils étaient exposés aux intempéries. En revanche, vous ne trouverez jamais de cuir à l'arrière. Ce n'était pas assez noble pour les passagers. On utilisait du velours ou de la soie. Rien qu'en matière de motorisation, l'avance sur la concurrence était énorme. Grand moteur à 4 cylindres, arbre à cam en tête, actionnement par couple conique, arbre à cam à bain d'huile fermée. Ça fuyait généralement, mais c'était présenté comme une protection anti-poussière. Et surtout, ça satisfaisait les exigences esthétiques d'Ettore Bugatti.
La personnalité d'Ettore Bugatti était inadaptée pour la condition d'employé. Ce n'est pas pour rien qu'il était surnommé le patron. À chaque fois qu'il a occupé un poste de subordonné, ça s'est mal terminé, parce qu'il n'en a toujours fait qu'à sa tête, même contre la volonté de ses chefs. Ça a été le cas chez Deutz. Il y a eu quelques divergences sur les objectifs. Les responsables de Deutz ont fait le choix stratégique de ne pas miser sur l'automobile comme produit d'avenir. Ils ont peut-être été influencés par l'attitude de l'empereur Guillaume II, qui restait très attaché aux chevaux et aux calèches, et ne croyait pas au potentiel de la voiture. Avec le recul, c'est difficile de ne pas y voir la plus énorme erreur de politique industrielle de l'histoire. Ettore Bugatti, trop jeune, trop fougueux, n'a pas sa place chez Deutz et quitte rapidement le navire. Ettore Bugatti avait compris que les gros véhicules lourds n'étaient pas dans l'air du temps. Et il a conçu une petite sportive légère et maniable, la Deutz Type 10. Mais l'entreprise, convaincue que le choix de l'automobile était une erreur stratégique, a finalement refusé de la produire. Bugatti est parti en 1909 après avoir négocié le véhicule en guise d'indemnité de départ. Et il est parti pour l'Alsace dans l'idée de se mettre à son compte. La Type 10 a servi de prototype à la Type 13, qui a été le premier véhicule construit en petite série à Molsheim. Le fils d'Ettore, Jean, qu'on compte parmi les 4 grands Bugatti, est né en Allemagne, à Cologne. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, la marque Bugatti a aussi été fondée en Allemagne, puisqu'en 1909, l'Alsace, et donc la ville de Molsheim, faisait partie de l'Empire germanique. Il existe donc un lien étroit avec l'Allemagne. À Molsheim, Ettore Bugatti possède enfin sa propre entreprise. Il achète un grand terrain sur lequel il installe son usine et une maison de maître entourée d'un parc pour sa jeune famille. On distingue sur cette photo datée de 1910 son épouse Barbara, les filles Lébé et Lydia et le fils Jean. Un autre fils, Roland, naîtra quelques années plus tard. À la mort de sa mère Teresa en 1935, Ettore fait venir son père Carlo, qui vivait depuis le début du siècle avec son épouse à Paris. Son frère Rembrandt, sculpteur à Paris, leur rend régulièrement visite. L'entreprise est florissante. Quand éclate la Première Guerre mondiale, Bugatti compte plus de 200 employés. Avant la Première Guerre mondiale, Bugatti a conçu des voitures qui étaient différentes de tout ce qui se faisait à l'époque. En 1911, une Bugatti Type 13, équipée d'un moteur de 1,1 litre, décroche la 2e place au Grand Prix de France, derrière une cylindrée 8 fois plus importante. L'auto était blanche parce que c'était la couleur des voitures de course allemandes, et que Bugatti était encore une marque allemande. Ce n'est qu'après la guerre qu'elle est devenue française, et qu'elle a couru en bleu. Ettore ne se sent ni allemand ni italien. Il parle français avec ses enfants et vit à la française. Il est français de cœur. Quand la guerre éclate, il craint néanmoins pour la sécurité de sa famille, car la reconquête de l'Alsace compte parmi les objectifs déclarés de la France. Devant la violence attendue des combats, il s'enfuit à Milan en passant par Stuttgart. Avant son départ, il fait enterrer 3 moteurs sur le terrain de l'entreprise, qu'il retrouvera intacts à son retour après-guerre. Le marchand d'art londonien Edward Horswell peut raisonnablement être considéré comme un obsessionnel. Il possède d'innombrables sculptures de Rembrandt Bugatti. Sa galerie, la Sladmore Gallery, est spécialisée dans la sculpture animalière, mais propose aussi des œuvres de Carlo Bugatti père. Du mobilier et un service très particulier. Carlo avait beaucoup de facettes différentes. C'était quelqu'un de très éclectique. Il était designer, maître artisan, dessinateur et facteur d'instruments. Il a fini par trouver son style, le style Liberty, comme on l'appelle en Italie du Nord.
Il a absorbé beaucoup d'influences très diverses et a tout rassemblé pour aboutir à un style qui lui était réellement propre. Il est principalement connu pour son mobilier d'inspiration mauresque, que notre œil contemporain a peut-être un peu de mal à apprécier. Mais à l'époque, cette combinaison de marqueterie, de nacre, d'ivoire, de peau de chèvre relevait de l'avant-garde. Un jour, il a voulu fabriquer un service en argent. On lui a dit que c'était trop difficile, qu'il fallait 20 ans d'expérience. Il a appris le métier en un rien de temps et réalisé des objets extraordinaires. Il aimait tout particulièrement les libellules. Et il a réalisé quelque chose de très joli en donnant au bec verseur de cette théière la forme d'une paire d'ailes de libellule. Pour moi, cette forme est proche de la perfection. Je considère cet objet comme l'un des plus beaux qu'il m'ait été donné de tenir entre les mains. Je l'adore, vraiment. Les Bugatti étaient très sûrs de leur choix. Très tôt, ils ont fait couler en bronze les sculptures de Rembrandt et les ont exposées. Ce qui fait que Rembrandt était nettement plus jeune que les autres sculpteurs italiens quand il a commencé à participer aux grandes expositions à Milan ou à Venise. Et autour de 1903-1904, la famille s'est installée à Paris. Paris, autour de 1900, c'est évidemment la capitale incontestée de l'art moderne. Mais Rembrandt n'a pas du tout cherché le contact avec les autres artistes, dans une ville où il suffisait de fréquenter n'importe quel café de Montmartre pour croiser des célébrités de la scène artistique telles que Braque, Matisse, Picasso ou Modigliani. Rembrandt préférait passer son temps au jardin zoologique, qui était un des plus grands d'Europe. Par rapport à ce qu'il connaissait de Milan, ça a été une révélation pour lui. C'était la première fois qu'il pouvait observer une telle richesse d'espèces exotiques. Les animaux du zoo sont devenus ses principaux modèles et sa première source d'inspiration. Rembrandt a trouvé sa voie, qui n'est pas celle qu'avait imaginée son père Carlo. Carlo avait prévu une formation de sculpteur pour Ettore et voyait Rembrandt dans un métier plus technique. Tout le contraire de ce qui s'est passé. Un jour, Carlo voit une vieille couverture dans son atelier. Il la soulève pour voir ce qu'il y a en dessous. Et là, il découvre un groupe de 3 vaches sculptées. Il appelle immédiatement Ettore. « Mon fils, c'est fantastique. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?» Ettore lui répond que ce n'est pas lui, mais Rembrandt qui les a faites. C'est là que le père a compris son erreur de jugement. Et comme son père, Rembrandt est devenu un artiste célèbre, avec un caractère et une personnalité tout à fait à l'opposé d'Ettore. Rembrandt Bugatti était un solitaire. Il menait une vie recluse. Après avoir longtemps fréquenté le zoo de Paris, il a déménagé à Anvers. Il n'y connaissait personne et son unique motivation était qu'Anvers avait un zoo encore plus grand que celui de Paris. Il est arrivé au zoo d'Anvers en 1907 et il y est resté jusqu'en 1915. Il y a notamment réalisé la sculpture d'un petit éléphant d'Asie. Le bâtiment dans lequel il a travaillé existe encore et il abrite toujours des éléphants d'Asie. Rembrandt sculptait sur place, en fabriquant d'abord une maquette, généralement en fil de fer. Il passait beaucoup de temps à observer les animaux pour saisir des comportements et des mouvements caractéristiques. Une fois prêt, il façonnait sa sculpture en un temps record, généralement en quelques heures. C'est ce qui donne à ses œuvres cette immédiateté qu'un temps de réflexion trop long n'aurait pas permis d'obtenir.
Il préférait les animaux aux humains. Il n'était pas très sociable, mais il était à l'aise en compagnie des animaux. Il y avait ici un lion venu du Jardin des Plantes à Paris. Et ce lion a reconnu Rembrandt. Car l'artiste l'avait déjà pris pour sujet à Paris. Rembrandt et Ettore échangeaient certainement beaucoup, mais pas forcément autour de questions techniques ou artistiques. Il existe cependant un objet qui fait le lien entre les deux frères. C'est le bouchon de radiateur de la Bugatti Royale, le plus grand modèle et aussi le plus cher jamais conçu par Ettore. Il s'agit d'un éléphant dressé sur ses pattes arrière. Rembrandt l'avait conçu à l'origine pour servir de manche à cachet. Mais Ettore l'a utilisé pour orner sa Bugatti Royale. Mais cela, le petit frère ne le verra pas. Rembrandt se donne la mort le 8 janvier 1916, traumatisé par les horreurs de la Grande Guerre dont il a été témoin comme bénévole pour la Croix-Rouge. Mais aussi par l'abattage forcé des animaux du zoo en raison du manque de nourriture. Il n'a que 31 ans. Il considérait l'animal comme une personne. Ses sculptures étaient l'équivalent d'un portrait humain. Il connaissait le nom de l'animal qu'il prenait pour modèle et construisait une relation avec lui. Quiconque aime la sculpture devrait rêver de posséder un Rembrandt Bugatti. Malheureusement, il n'en a pas créé assez pour tout le monde. Après sa mort et à l'issue de la guerre, sa cote explose. Et aujourd'hui, qu'elle soit de Rembrandt ou d'Ettore, une œuvre Bugatti est toujours chère. J'ai rencontré mon mari en 1990. À l'époque, il était dans les locomobiles et possédait une petite Evelyn Porter. De mars à novembre, j'avais de l'huile moteur jusqu'au coude. On passait tous les week-ends dans des meetings. Un jour, il est parti seul et en revenant, il m'a dit « Le retour était super. Je me suis fait doubler par une Bugatti. » Je lui ai demandé ce que c'était une Bugatti. Et il m'a expliqué qu'il s'agissait d'une voiture de course des années 1920. À l'époque, je lui organisais toujours des anniversaires qui sortaient un peu de l'ordinaire. J'ai donc très naïvement appelé le club des propriétaires de Bugatti de Grande-Bretagne pour demander si je pouvais louer une voiture pour un jour. Je n'avais aucune idée de ce que ça représentait. La dame au téléphone, qui était la secrétaire, qui se souvient d'ailleurs de cette conversation, m'a répondu « Ah non, madame, je ne pense pas que nous pourrons vous prêter un véhicule. Mais laissez-moi voir ce que je peux faire. » Elle m'a rappelé un peu plus tard. J'ai parlé à Ivan Dutton, qui est un des principaux restaurateurs de Bugatti au monde. Il va vous contacter. Et j'ai finalement organisé pour Derek une visite surprise des ateliers de Dutton. On a passé une journée merveilleuse. Ça, c'était en octobre. 3 mois plus tard, Derek m'a dit un matin au réveil « Je veux une Bugatti ». À quoi j'ai répondu « Laisse-moi faire, nous aurons une Bugatti ». Et en effet, une fois qu'on a pris le coup, c'est un jeu d'enfant de les conduire. La Type 37 est particulièrement agréable parce que le moteur est petit. Elle est facile à piloter et réagit bien dans les virages. Elle n'est pas très puissante, mais très agréable à conduire. Elle peut faire du 100 miles à l'heure. C'est assez grisant. Le moteur est très simple. Comme vous le savez, Bugatti n'était pas seulement ingénieur. Il était aussi designer. Ici, vous avez le bloc moteur avec les 4 cylindres. La Type 35B, la plus célèbre des voitures de course Bugatti, a 2 fois 4 cylindres côte à côte. Une fois le moteur lancé, le petit bijou est prêt à partir sillonner la campagne du Gloucestershire. Malgré les 80 printemps du véhicule, le plaisir de conduite est intact.
On dit que c'est une lady anglaise qui a suggéré à Ettore Bugatti de délaisser pour une fois ses voitures de course et tenter une incursion sur le marché de la limousine. La lady en question se déplace alors exclusivement en Rolls-Royce, une marque qu'Ettore admire depuis longtemps. Il se met au travail et présente en 1926 la Type 41, surnommée la Royale. Et Royale, elle l'est. Le moteur conçu par Bugatti était initialement destiné à l'aéronautique. Malgré ses 3,5 tonnes, la voiture peut monter à 180 km/h. La Royale est un demi-mètre plus longue que la plus grande Rolls-Royce et son prix, 500 000 francs à l'époque, 3 fois plus élevé. Et c'est sans compter la carrosserie, réalisée en sus selon les vœux du client. Mais la Royale tombe mal. En 1929, la crise économique secoue la planète. Aucune tête couronnée ne veut se risquer à parader dans un véhicule aussi extravagant devant une population affamée. Seul le roi d'Albanie se montre intéressé et se déplace à Molsheim. Mais Ettore Bugatti renvoie son hôte de marque avant la conclusion de la vente, scandalisé par ses mauvaises manières de table. Seuls 6 châssis de type 41 seront construits. Un flop royal. Je ne sais pas si Ettore Bugatti a jamais été bénéficiaire pendant ses 30 années à Molsheim. Il était constamment endetté. Finalement, il a profité des grandes grèves de 1936 en France, qui ont mis à l'arrêt le pays et même empêché les 24 heures du Mans, pour quitter Molsheim, plus ou moins à jamais. Il a délégué les pouvoirs à son fils, Jean, âgé de 26 ans, qui a dû régler seul les problèmes à l'usine. Il est parti pour Paris, où la vie était de toute façon plus palpitante que dans la campagne alsacienne, et il a théâtralisé à outrance son départ, qu'il a expliqué par son immense déception d'avoir vu ses ouvriers participer aux grèves du Front populaire, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément vrai. Mais Molsheim était pour lui une sorte de jardin d'Éden à l'écart des bassesses du monde matériel. Par ailleurs, tous les autres constructeurs français de voitures de luxe et toutes les marques de luxe tout court étaient basés à Paris. Pour acheter une Bugatti, les clients, souvent parisiens eux-mêmes, devaient donc faire 500 km s'ils voulaient être reçus en audience chez Monseigneur Ettore Bugatti, comme si c'était le pape. Les amoureux de Bugatti continuent de voyager pour entretenir leur véhicule. L'une des plus célèbres entreprises de restauration se trouve en Angleterre. Les clients y affluent du monde entier. Gentry Restorations est une entreprise familiale où le savoir-faire se transmet de père en fils et de fils en petite-fille. Depuis 17 ans, nous travaillons toujours à peu près au même rythme. Nous avons donc vu passer beaucoup de véhicules et c'est le socle de notre savoir-faire. Si vous êtes seul, il faut 2 ans pour refaire une voiture. On ne progresse pas beaucoup. Mais avec 14 personnes qui travaillent sur tous les types de modèles, c'est autre chose. Nous en apprenons chaque jour un peu plus sur les Bugatti et la manière de les restaurer. Parce qu'il s'agit bien de restaurer et pas d'ajouter des pièces neuves. C'est comme une formation continue. C'est quand nous recevons les vrais bijoux, les véhicules sur lesquels il n'y a jamais eu d'intervention, que nous pouvons vraiment observer comment M. Bugatti concevait ses voitures. Quand nous démontons un véhicule et que nous découvrons des traces de la peinture originale sur le châssis, nous pouvons véritablement analyser son travail. C'est ça notre défi quotidien, arriver à recréer ce que M. Bugatti créait. Beaucoup de nos clients entreposent leurs voitures chez nous. Du monde entier. Oui. Celle-ci, par exemple, appartient à un Italien et celle-là à un Japonais. On vient de terminer un modèle d'Australie. Ça vient des 4 coins du monde. Nous apprenons à nos clients comment conduire leur véhicule, mais aussi comment ils fonctionnent. Ils doivent savoir lire les instruments. Nous ne modernisons pas les voitures, nous les restaurons avec les techniques d'époque. Pour nous, c'est le principe d'une voiture de collection.
Si on oublie de surveiller ses instruments, on risque d'endommager son véhicule, alors que le fait de devoir être attentif en permanence fait partie du plaisir. Ça crée une pression. Si vous roulez à 120 à l'heure dans une BMW avec la radio et la clim, c'est ennuyeux à mourir. Même votre grand-mère peut le faire. Une Bugatti est à l'opposé de ça. On roule relativement vite, il faut surveiller les compteurs, savoir changer les vitesses et jouer avec les pédales. Ça réintroduit du plaisir dans la conduite, c'est ce que les gens recherchent. Pour les propriétaires, c'est certes un investissement, mais ils peuvent en profiter. Plutôt que de mettre leur argent à la banque et de voir les intérêts diminuer, voire de perdre de l'argent, ils investissent dans une bonne voiture, la font restaurer comme il faut, la ramènent avec eux partout où ils voyagent et ils ne boudent pas leur plaisir. Ceci n'est pas une Bugatti, mais une MG anglaise que monsieur et madame Huntley de Bicester utilisent pour leurs affaires courantes. Leur Bugatti est réservée aux courses automobiles. C'est quoi? C'est une Bugatti, une Type 30 de 1925. C'est une voiture à 8 cylindres, alors que la plupart des gens pensent qu'elle n'en a que 4. Elle a été livrée de Molsheim à Paris en 1925, puis achetée par quelqu'un dont nous n'avons malheureusement pas le nom. Elle est arrivée en Grande-Bretagne en 1936, plus précisément dans le Lake District. Dans cette région vivait une famille connue pour sa passion pour les courses de bateaux, les Borwicks of Windermere. Ils ont acquis la voiture en 1976. Elle a été utilisée 6 mois avant d'être démontée et de se retrouver en Écosse. C'est là qu'un ami à moi l'a achetée et reconstituée. Et puis je l'ai rachetée. Tout est d'origine, le moteur, la boîte de vitesse, l'axe. C'est très rare pour une Bugatti. Que raconter d'autre? Le plaisir qu'elle nous procure. Oui, évidemment. Ce n'est pas une pièce de musée. Elle a besoin de rouler. Je participe à des courses et je l'ai achetée pour ça. C'est ce qu'il faut faire avec une Bugatti. Mais ça revient très cher, non? On peut le dire. C'est-à-dire? C'est difficile de donner un chiffre précis parce qu'il faudrait faire les comptes sur une période très longue. Et on ne garde pas forcément la trace de toutes les dépenses. Donc c'est compliqué. Pourquoi vous riez? J'imagine qu'il ne veut pas que son épouse sache combien ça lui coûte. Ettore avait des pur sang et des sels français, comme nous. Ça nous fait un point commun. Il a créé la calandre en fer à cheval parce qu'il avait l'habitude de parcourir l'usine à cheval. Il était passionné de chevaux. Toute la famille Bugatti était passionnée de chevaux. Ce n'est pas un hasard si Ettore a appelé sa première voiture pur sang. Après 20 ans de création automobile, le patron est lassé. Il décide alors de concevoir un train. Bugatti ne s'est pas trop mal sorti de la crise économique qui a suivi le krach boursier américain de 1929 grâce à un immense coup de chance. Entre la fin des années 20 et le début des années 30, il employait entre 800 et 1200 personnes et il a dû en licencier un certain nombre. Mais son coup de chance, ça a été de gagner un appel d'offres pour la conception d'un train à grande vitesse français, plus précisément pour un autorail. Il avait une forme extrêmement moderne. Imaginez, un constructeur automobile sans aucune expérience dans le ferroviaire décroche un appel d'offres de la Société nationale des chemins de fer au nez et à la barbe d'entreprises spécialisées. Et bien sûr, ce train n'allait pas ressembler au tout venant. Son centre de gravité était très bas, il était très rapide, et le poste de conduite n'était ni à l'avant ni à l'arrière, mais surélevé au milieu. La fille de Stephen Gentry et petite fille de Malcolm travaillent sur une voiture qui doit être prête pour le week-end.
car son père va participer à la célèbre et vénérable course de côte de Prescott. C'est une voiture de course type 35B que le garage Gentry opère pour le compte de son propriétaire. Elle va participer à la course de côte de Prescott. Elle a tout ce qu'une Bugatti devrait avoir, notamment un vilebrequin monté sur un vrai roulement, tel qu'Ettore l'a conçu. Elle est maniable et rapide, et on devrait être compétitif ce week-end. Steven a déjà été très proche du record de la côte, plusieurs fois même. Ce serait merveilleux de le battre avec cette Bugatti d'origine qui n'a jamais été trafiquée. En attendant, Steven se met au volant d'une authentique rareté qui appartient à un collectionneur japonais et qui est entreposée chez les Gentry. C'est une Type 44 de 1928. 8 cylindres, moteur 3 litres, arbre à cam en tête. Elle a été dessinée par Ettore, et c'est donc un modèle de la première époque. C'est ce qu'on appelle une voiture de tourisme, qui a été produite après les modèles Grand Prix. Elle était destinée aux riches familles qui voulaient se promener à la campagne les week-ends. Quand on veut la comparer à des voitures de gamme équivalentes, on constate qu'elle n'a pas vraiment d'équivalent. On peut à la limite la rapprocher d'une Bentley 3 litres de 1937. Mais ce n'est quand même pas pareil. Elle est facile à conduire, maniable, puissante. On pourrait rester toute la journée en 4e vitesse sans que ce soit gênant. C'est une voiture simple et élégante. Côte de Prescott, jour J. Le Bugatti Owners Club, le club des propriétaires de Bugatti fondé en 1929, a acheté ce terrain en 1937 pour y organiser des courses de côte. Le principe ? Une course contre la montre dans des conditions un peu plus difficiles que la moyenne. C'est ici qu'a lieu depuis 1938 le Prescott Speed Hill Climb. L'ambiance est british jusqu'au bout des ongles. Le premier club de voitures de collection en Angleterre a été fondé dans les années 1930. Le Bugatti Owners Club, lui, réunissait des pilotes de course qui conduisaient alors ce qui se faisait de mieux en matière d'automobile. Ce n'était pas un club de voitures de collection. Ses membres étaient riches et avaient acheté ces voitures neuves. La Bugatti était une voiture sportive, donc ils voulaient faire du sport avec. Ce n'était évidemment pas possible sur des routes publiques, donc ils se sont réunis. Ettore Bugatti a été enthousiaste dès qu'il en a entendu parler. Il est devenu le premier mécène du club. Il suivait ses activités et se montrait très généreux. Il a même offert une voiture de course type 51. C'était plus qu'il ne fallait. Steven Gentry porte le numéro 125. Une côte de près de 2 km attend sa Bugatti 35B. Les concurrents se succèdent les uns après les autres et le meilleur chrono gagne. Les montées et les virages épuisent les hommes et leurs machines. Encore une fois, Steven devra se contenter de la 2e place. Très glissant, graisseux même, mais c'était bien. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? C'est le siège du Bugatti Owners Club. C'est un lieu historique qui a vu passer un nombre incalculable de voitures exceptionnelles depuis sa création dans les années 30.
C'est vraiment un haut lieu de la course de côte. Même les voitures d'usine viennent courir ici. À l'époque, elle était tellement prestigieuse que M. Bugatti y envoyait ses meilleurs conducteurs et ses meilleurs véhicules. On a forcément un peu l'impression de faire partie de l'histoire quand on conduit une Bugatti ici. En juillet 1939, Jean Bugatti, le fils d'Ettore, a participé à la course. 2 semaines avant sa mort tragique dans un terrible accident. Jean est mort le 11 août 1939 à 5 km d'ici. Ettore tenait énormément à son fils et ne s'en est jamais vraiment remis. Jean était son successeur désigné et Ettore lui avait déjà délégué une bonne partie des responsabilités au quotidien. Mais les rapports étaient compliqués en raison de la forte personnalité du père. Il interdisait par exemple à son fils de modifier quoi que ce soit sur les modèles qu'il avait développés dans les années 20. Sur le prototype de la Type 57, Jean a remplacé le traditionnel essieu avant creusé de Bugatti, conçu par son père, par une suspension indépendante, ce qui entraînait une légère inclinaison du radiateur. Ettore est devenu foudrage en le voyant et a fait détruire le véhicule parce qu'il considérait la modification comme esthétiquement inférieure. Ettore Bugatti, c'était l'innovation et les voitures de sport. Son ennemi déclaré, c'était le poids du véhicule. Jean Bugatti, c'était le design. Au fond, la marque avait perdu sa place de leader technologique, même si ses modèles étaient toujours parmi les meilleurs parce que leur technologie était au point et qu'elle était belle à voir. Les clients adoraient ces voitures et du point de vue du design, elles étaient loin devant la concurrence. Type 57S Atlantique, l'apogée. Pour le coup, Ettore n'a pas empêché la construction de ce modèle. Je pense même qu'il en était fasciné. L'aileron central qu'on retrouve encore maintenant chez Bugatti a été conçu pour pouvoir rifter la carrosserie. Ça fait très futuriste. Seules 4 Atlantiques ont été construites. 3 existent toujours. La 4e s'est volatilisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Si jamais elle réapparaissait et qu'elle était vendue, elle deviendrait de loin la voiture la plus chère au monde. Ettore Bugatti était quelqu'un de spécial, un grand innovateur. Ce qui m'amène à la fondation Bugatti que mon père a créée il y a 30 ans. C'est un musée, mais aussi un projet pédagogique. Nous voulons inciter les jeunes à suivre les principes qui guidaient le travail d'Ettore Bugatti. Nous les encourageons à laisser libre cours à leur imagination quand ils dessinent des objets. Ettore Bugatti a déposé plus de 1000 brevets, ce qui constitue un chiffre absolument extraordinaire. Certains ne fonctionnaient pas. Peut-être même la majorité, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'il se servait de son imagination. Il répétait toujours, si on n'arrive pas à visualiser dans sa tête ce qu'on veut dessiner, on n'ira jamais loin. C'était un excellent dessinateur. Mais que se passe-t-il ici? J'ai entendu un bruit. Il y avait quelque chose de cassé ici. Et comme j'ai entendu ce bruit, j'ai voulu vérifier si ça ne s'était pas recassé. Mais je ne vois rien. Jean Bugatti avait conçu cette Type 40 pour sa sœur. Elle a réussi à retrouver sa trace après la Deuxième Guerre mondiale et elle l'a gardée en souvenir de son frère décédé. Puis un certain M. Preston l'a acheté dans les années 1970 et l'a ramené en Angleterre. Elle a rechangé de propriétaire et depuis 2003, elle est à moi. J'aime bien avoir les mains dans le cambouis. Ces huiles sentent bon en plus, vous savez. Ce sont des huiles naturelles. Cette dame est venue en voisine. Son mari collectionne les voitures de course italiennes postérieures à 1950, Ferrari et compagnie.
Mais madame préfère rouler en Bugatti. Bugatti a réellement existé 30 ans, de 1909 à 1939. Ensuite, la société a vivoté jusqu'en 1963, où elle a été vendue au constructeur Hispano-Suiza. Mais la grande époque, ce sont les années Ettore, c'est-à-dire les années 20, et les années Jean, c'est-à-dire la décennie suivante. Ettore est mort en 1947, et jusqu'aux années 60, l'activité était essentiellement cantonnée au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange. Sous Roland Bugatti, le frère cadet né en 1922, on a tenté de moderniser quelques châssis d'avant-guerre, comme la Type 57, qui est devenue la Type 101. Mais seuls 7 modèles ont été vendus. Les voitures étaient beaucoup trop chères et techniquement plus très attractives. On peut dire que la production automobile de Bugatti s'est arrêtée en 1952-1953. Sur les 8000 Bugatti construites par Ettore et Jean à Molsheim, il en subsiste aujourd'hui plus d'un quart, alors que la moitié ont fait les frais d'accidents de course. En 1987, l'Italien Romano Artioli ranime la marque, construit une voiture de rêve et fait faillite. En 1995, c'en est à nouveau terminé pour Bugatti. C'est ensuite au tour de Ferdinand Piëch de Volkswagen de racheter la marque et le terrain de Molsheim. Depuis, on construit à nouveau des voitures de sport superlatives en Alsace, baptisées au nom de grands coureurs automobiles de l'époque d'Ettore. La Bugatti Chiron, dernière en date, coûte la modique somme de 2,5 millions d'euros et la série est limitée à 500 exemplaires. Voilà qui n'aurait pas déplu à la famille Bugatti.